Bonsoir et bienvenue en Grèce pour la 6e manche du championnat du monde des rallyes 2003. Le rallye de l'Acropole, c'est un grand classique du championnat du monde puisqu'il fête cette année sa 50e édition. Tout de suite, c'est parti pour 3 jours de course dans la chaleur, dans les pierres et dans la poussière. Depuis la 3e manche de la saison en Turquie, l'Anglais Richard Burns occupe la tête du championnat du monde des rallyes. Sa position, enviable mathématiquement, lui vaut de rouler en premier sur la route lors de la première étape. Vendredi, Burns balaie donc la trajectoire avec les 4 roues motrices de sa 206, ce dont profitent ses poursuivants. Son équipier Gronholm est gêné lui aussi par le phénomène, mais moins que Burns. Sur les 24 km de la première spéciale, le Finlandais perd 10 secondes, l'Anglais déjà 20 secondes. Le premier leader de ce rallye de l'Acropole s'élance du 9e rang dans l'ordre de passage. Mais ce n'est pas la seule explication au beau début de course du Belge François Duval. Duval signe le meilleur temps de la première spéciale devant son équipier Martin. Les 2 Ford Focus sont en tête de la course. Sur sommet gauche à fond, quart d'arrivée. Pour gauche 70, sur droite 60. On a pris un bon rythme, on a fait le scratch dans la première et malgré ça je suis sorti un peu de la route et j'ai perdu au moins 10 secondes, j'ai dû faire une marche arrière, un frein à main et bon c'est un peu dommage, ça aurait été un beau scratch mais on va pas s'allumer, je pense que le rallye va être long, il y a déjà pas mal d'abandon. Et c'est vrai que dès les premiers kilomètres, l'Acropole tient ses promesses et rudoie les équipages. De ce petit état-queue, Solberg se sortira sans conséquence. Sébastien Loeb par contre va connaître un abandon très prématuré. Après 11 km d'une course qui en compte 400, le moteur de l'Alsacien va rendre l'âme. C'est une belle occasion de briller qui s'envole. Ouvre. Moteur, vers toi. Moteur cassé. On a vu en Argentine que la voiture était bien. On voit ici que Macré et Sainz vont vite, donc la voiture est toujours bien. Et c'est vrai qu'on avait nos chances. Et en plus pour le championnat, ça fait quand même quelques fois maintenant qu'on perd des points plus ou moins bêtement, mais ça risque d'être difficile à rattraper tout doucement. Piéton malgré lui, Loeb est rejoint par Armin Schwartz dans son infortune. L'Allemand a abandonné à quelques mètres de l'Axara du Français, Arbracam défaillant. Du point de vue de la fiabilité de ses voitures, l'équipe Hyundai traverse une mauvaise passe. Oui, à l'instant là, je suis vraiment très frustré parce que j'avais de bons espoirs pour ce rallye après l'Argentine où la performance était là. En essai ici, ça s'est bien passé aussi, donc on pensait faire un bon rallye. Eh bien, ça ne sera pas le cas. Vers 9h vendredi matin, la température commence à monter. Les nuages se dissipent, sauf au-dessus de l'équipe Citroën. Au départ de la spéciale 2, Colin McRae n'a pas pu démarrer son moteur et s'est présenté sur la ligne avec 5 minutes de retard. Avec 10 secondes de pénalité par minute de retard, l'Écossais vient de prendre 50 secondes d'un coup. Ça se remonte, mais c'est 50 secondes de perdu. On se souvient, il y a 2 ans, quand Carlos et Colin étaient en bagarre pour la victoire, ils étaient à 6 secondes au départ de la dernière spéciale. Donc ça veut dire qu'il peut aussi y avoir des écarts très faibles. Et 50 secondes, c'est de toute façon toujours un handicap important. Et voilà comment, en 2 spéciales, Carlos Sainz se retrouve à la tête de l'équipe Citroën. McRae a plongé à la 17e place. Sainz, lui, résiste. Malgré une tendance à perdre du temps sur la fin des chronos, il pointe au 7e rang. Marco Martin prend alors la tête de la course. Comme Duval dans le premier chrono, l'Estonien s'offre un petit état-queue qui ne l'empêchera pas de réaliser le meilleur temps. Parti avec des gommes retaillées sur cette première boucle, Didier Auriol est récompensé. Pour son avant-dernière course avec la Skoda Octavia, bientôt remplacée par la Fabia, Auriol réalise le 6e temps scratch. Il y a 2 choses, c'est que déjà la route se nettoie un petit peu, donc c'est quand même plus facile de faire des temps. Et l'explication, c'est que je suis parti avec des gommes différentes des autres, qui en fait sont peut-être meilleures en motricité et en agilité. Et j'ai essayé de préserver l'agilité et la facilité de la voiture parce qu'on avait des spéciales des fois très lentes. Et c'est pas facile toujours, donc j'ai joué ces pneus, ça a marché. Suite des malheurs de Hyundai avec le chemin de croix de Freddy Loax, rattrapé dans la spéciale par le jeune Hirvonen. Suspension cassée, le Belge ne va pas tarder à abandonner. Sa voiture était toute neuve pour ce rallye, mais l'équipe Hyundai est à court de budget et les résultats en souffrent.
Tout va très bien en revanche pour Marcus Gronholm. Après 3 spéciales, le Finlandais poursuit sur la lancée de ses 2 victoires consécutives. Le voilà 3e. Il s'accommode plutôt bien de sa 2e position sur la route. C'est seulement un petit problème. Parce qu'en fait, on pourrait égaler les chronos de ceux qui partent derrière nous. Mais bon, tout ça, on le savait avant le départ. C'est comme ça. Mais Peugeot possède dans ses rangs un pilote encore plus rapide que Gronholm sur cette première étape. Depuis le début de saison, Rovanperä n'a pas beaucoup de réussite. Mal classé au championnat, il s'élance en 11e dans les spéciales et en profite pour signer 3 meilleurs temps d'affilée. Le feeling est bon avec la voiture maintenant. Je suis bien revenu dans la course et ça fait du bien parce que ce matin, c'était vraiment pas terrible. Gilles Panizzi n'est pas loin derrière Rovanperä. Après un très beau rallye de Turquie, le Français confirme sur la terre, mais l'appétit vient en mangeant et Panizzi vise maintenant plus haut que sa 7e place. Je me suis un petit peu peut-être battu contre l'auto. Dans ces conditions-là, c'est jamais très bon pour le chrono. Je pense que j'ai dû faire un choix de pneus un petit peu soft sur ce premier parcours où, bon, certainement encore l'expérience de la gomme qui n'est pas assez claire pour moi. Et je pense que le problème, visiblement, venait de là. Impossible de pouvoir rouler très très vite avec une voiture qui bougeait beaucoup. Donc, on va essayer de corriger ça. Et Panizzi va même grimper au 5e rang après la spéciale suivante, nettement devant Richard Burns. Malgré des problèmes de boîte de vitesse, l'Anglais peut profiter d'une nouveauté plutôt confortable à la demande de la FIA qui mène des essais en vue d'une future réglementation. La 206 de Richard Burns est climatisée. « 40 degrés, 50 degrés, ces températures sont fréquentes dans une voiture de rallye, en particulier sous l'écrasant soleil de l'Acropole. Mais les choses vont peut-être changer grâce à un équipement venu tout droit de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Ce que nous avons devant les yeux, c'est un système classique de climatisation, un compresseur qui permet de comprimer le gaz qui permet de faire du froid, l'échangeur de climatisation qui est situé dans le véhicule pour restituer l'air frais, et puis le radiateur de climatisation qui est situé à l'avant du véhicule qui permet en fait de refroidir le circuit. Il y a 2 ans, l'équipe Citroën avait développé un système de climatisation dans l'Exara WRC. Système très vite abandonné. Il faut dire que l'air conditionné coûte cher en termes de performance. L'équipement prive le moteur de 3 ou 4 chevaux et pèse 10 kg. Vendredi, l'équipe Peugeot s'est d'ailleurs empressée de démonter la climatisation car Rovanperä jouait la victoire. Vu que ça prend de la puissance, ça pèse et puis ça fait chauffer, et on peut dire a priori il faut être un petit peu idiot pour l'utiliser sur une voiture de course. Mais bon, l'intérêt est de quand même, disons, essayer de baisser un petit peu la température qui règne dans l'habitacle d'une WRC. En effet, le bien-être de l'équipage, c'est une autre source de performance. Richard Burns le répète depuis des mois, grâce à la climatisation, il ne faisait que 31 degrés samedi dans sa 206. Je pense que sur les 3 jours que dure un rallye, ça doit aider. Je sais bien que ça prend un peu de puissance au moteur, mais en fin de compte, je crois que c'est un petit sacrifice qui permet de rester en meilleure forme pendant tout le rallye. C'est sûr que c'est toujours un confort supplémentaire. C'est vrai que la chaleur, il y a des moments dans les températures comme aujourd'hui, c'est très très dur dans les spéciales, surtout qu'on a des spéciales très lentes à certains passages. Et on souffre beaucoup, il faut toujours se relancer. Donc c'est vrai que la climatisation, je pense que c'est le rêve. Bientôt, les vitres réfléchissantes et les bonnes vieilles prises d'air seront peut-être dépassées. En attendant, la FIA a mesuré sur ce rallye la température dans les habitacles et, plus original, la température des équipages. Verdict, à l'arrivée d'une spéciale, les pilotes ont tous de la fièvre, climatisation ou pas. Il faut dire que la plupart des pilotes se font de belles chaleurs sur ce rallye. Ici, Richard Burns en tête à queue sur la ligne d'arrivée. Et un peu plus loin, Marcus Gronholm lui-même va s'offrir un très beau 360 degrés. Le Finlandais perdra une dizaine de secondes dans la spéciale numéro 4. J'ai fait juste un tête à queue. J'ai perdu un peu de temps à faire demi-tour. Mais l'essentiel, c'est que je n'ai rien touché et que la voiture soit intacte. C'est juste un peu de temps envolé.
Plus la journée avance et plus Marco Martin assoit sa domination sur le rallye. L'Estonien a souvent occupé la tête d'une manche du championnat du monde sans réussir à concrétiser. Au rallye de l'Acropole 2002, une crevaison le prive de la victoire. Au RAC, il est battu à la régulière par Solberg. Et puis cette année, c'est la jeunesse de sa Ford Focus qui lui a valu 2 abandons en vue de l'arrivée. Et dans la 5e spéciale vendredi, Martin a dû penser que la mauvaise série se poursuivait. Quant au passage d'une saignée, le capot avant de sa voiture s'est ouvert. Assis très bas dans la Ford, Martin aperçoit la route par-dessous le capot. Il parcourt 13 km sans ralentir ou presque et concède une petite dizaine de secondes. Un exploit. Je ne voyais pas vraiment où j'allais, donc on s'attendait à perdre beaucoup de temps. Mais par chance, on a pu limiter les dégâts. En fait, le capot barrait complètement l'horizon et je devais réagir à la dernière minute devant les difficultés. C'est un peu comme si un aveugle pilotait la voiture. Après 20 km dans la spéciale, le capot avant s'est soulevé, comme vous pouvez le voir. Je n'ai aucune explication, je ne peux pas vous dire pourquoi ça s'est produit. Ça n'était jamais arrivé. Il y a 2 fixations, elles ont l'air en bon état. C'est vraiment rarissime. Et le chrono était bon? Oui, dans ces conditions, leur temps est vraiment très correct. Mauvaise passe pour les Ford, François Duval va partir à la faute dans la même spéciale. Le Belge s'est déconcentré en parlant à son copilote pour corriger une note. Écoutez. 120 et 3, 60 faire retenir. Faire retenir. Combien? 60. 8 km de l'arrivée, bon, comme c'était une nouvelle spéciale, on a corrigé pas mal de notes. Et bon, en corrigeant une note, quand j'ai refait la note, j'ai pas entendu la note d'après. Bon, on est tombé dans une espèce de fossé, comme impossible de repartir. Et bon, ça c'est pas de chance, mais bon, la voiture n'a rien, donc elle pourra rouler la semaine prochaine. Une Ford éliminée, Rovanperä remonte d'un rang et met la pression sur Marco Martin. En fin d'étape, alors que les pilotes empruntent les spéciales pour la 2e fois, la domination de l'Estonien se fait moins sentir. Avec Rovanperä, Colin McRae en profite pour s'offrir le 2e temps de la spéciale 5, mais l'Écossais traîne comme un boulet ses 50 secondes de pénalité du matin. Et puis la vedette de la fin de journée, c'est Peter Solberg. Volontairement discret depuis le départ, le Norvégien se relance à l'occasion d'un magnifique temps scratch dans la spéciale 6. Au général, Solberg pointe alors à 23 secondes de Marco Martin. Martin, c'est vraiment le héros de cette première étape. Il a roulé avec sa tête, voulant absolument amener la très véloce Ford Focus à l'arrivée. Et l'arrivée, c'est encore loin. On est encore devant et j'en suis très content, oui. Mais c'était vraiment une rude journée. Carlos Sainz reste au contact. Après la dernière spéciale du jour, il se classe 5e. McRae et Sainz ont gagné l'Acropole 8 fois à tous les deux. Typique étape de la rallye de l'Acropole. Nous avons bien roulé, sans problème. Et seulement la situation dans la route, il n'a pas été le meilleur. Mauvaise surprise pour Peugeot, alors qu'il était en position idéale pour la suite, Marcus Gronholm est immobilisé. Sa 206 ne veut plus avancer. Par téléphone, on lui explique quel tuyau chercher à brancher, débrancher pour essayer qu'il se dépanne tout seul, mais c'est mal parti. Mal parti parce qu'il était encore il a 6 km d'ici, et il doit pointer pour la mise hors course dans 3 minutes. Et pour l'instant, la voiture n'a pas redémarré, donc j'ai peur que ce soit fini. Je vais poser une question idiote, mais il y a de l'essence dans le réservoir? Il y a de l'essence, il lui reste 14 litres d'essence. C'était pas un problème d'essence, c'est un problème de pompe. Et en effet, Gronholm ne repartira pas. L'homme aux 3 victoires cette année peut rentrer à la maison. C'est dommage, c'était une super journée et on comptait bien continuer comme ça demain. Mais bon, c'est la vie. Marcus Gronholm disparaît donc du classement et laisse Peter Solberg sur le podium provisoire. Après l'annulation de la spéciale spectacle, la première journée n'a compté que 7 secteurs chronométrés. Panizzi et Auriol sont 6e et 8e, McRae 7e, Burns 9e.
Et comme chaque année, le rallye de l'Acropole est venu perturber la tranquillité de ce monastère, niché, caché au sommet d'une montagne. Alors après une première étape dominée par les Ford, on va tout de suite regarder ce qui s'est passé pour la deuxième journée. Samedi, la première spéciale démarre à 6h56 du matin. L'heure du laitier, c'est aussi l'heure des bonnes résolutions, surtout pour Macrae, déçu de la veille. On va essayer, bien sûr. En tout cas, la journée ne peut que se passer mieux que celle d'hier. Enfin, ça ne sera vraiment pas facile. De son côté, Peter Solberg veut hausser le rythme. On va attaquer très fort aujourd'hui. Peut-être pas au maximum parce que la route est encore longue. Il peut encore se passer beaucoup de choses. C'est un rallye si difficile. Mais on va essayer d'être un peu plus rapide qu'hier. Sitôt dit, sitôt fait pour le flamboyant norvégien. Celui que l'on surnomme Hollywood Solberg est le plus percutant samedi matin. Spécial 10, spécial 11, Solberg fait coup double. En l'espace de 2 temps scratch, le voilà revenu à 6 secondes de Martin. Martin qui peut s'inquiéter aussi de la menace Rovanperä. Avec 4 voitures différentes aux 4 premières places, le rallye de l'Acropole offre alors un spectacle palpitant. Et l'Estonien Martin tient bon. Retour en Grèce au rallye de l'Acropole au moment où la course du Finlandais Rovanperä bascule. Spécial numéro 10, Rovanperä a calé, mais surtout, il n'a plus de deuxième ni de troisième vitesse et va perdre 1 minute 45. Conséquence, Marco Martin rattrape Rovanperä sur la spéciale. L'Estonien est gêné par la poussière. Nous avons fini la spéciale, la poussière était vraiment terrible. On était en train de faire un bon temps quand Harry a eu ses problèmes. Nous avons été vraiment gênés. On s'est même arrêté 2 fois pour savoir où était la route. On a dû perdre vraiment beaucoup de temps sur Peter. Martin a vu juste, lui qui a su composer avec son capot levé la veille, ne peut rien faire contre la poussière. Solberg le devance de 11 secondes sur 23 km. Dans la spéciale suivante, c'est au tour de Peter Solberg d'être en difficulté. Alors qu'on voyait le Norvégien fondre sur Martin, il va abandonner une partie de ses espoirs sur un problème de transmission. Solberg perd près d'1 minute sur Sainz, et bien sûr, ça l'énerve. On roulait vraiment bien quand la transmission à l'avant a commencé à devenir bizarre. On a juste attaqué alors le plus possible pour éviter de perdre trop de temps. Il ne fait donc pas bon menacer Marco Martin sur ce rallye de l'Acropole. Après Macrae et Gronholm, Solberg et Rovanperä sont donc en difficulté. Le temps de rallier l'assistance, le Finlandais de Peugeot plonge à la 9e place au général. Pour Martin, un nouveau rallye commence. Désormais, la pression de ses adversaires est moins forte, mais l'Estonien va en profiter pour enfoncer le clou. Sur ce court passage, quand on compare le chrono de Martin à celui de Burns, avantage va à l'Estonien, alors que l'Anglais est de nouveau privé de sa deuxième vitesse à partir de la spéciale numéro 13. Au même moment, Peter Solberg repart à l'assaut. Il a sans doute perdu ses chances de victoire, mais le podium est toujours jouable. En l'espace de 2 spéciales, Solberg va même passer du 5e au 3e rang avec une voiture réparée. Rovanperä suit un peu la même trajectoire. Le Finlandais passe, lui, de la 9e à la 7e place. Difficile à digérer quand on a senti l'odeur de la victoire. Au cours de cette deuxième étape, Didier Auriol poursuit sa course solide. Comme la veille, le Français a signé un beau 6e chrono. Il maintient sa place dans le top 10, synonyme de points possibles pour l'équipe Skoda. Globalement, bien, je dirais on a eu des petits soucis dans quelques spéciales, mais disons dans 2 spéciales, on a perdu un petit peu de temps, mais rien de vraiment important. Les 3 dernières spéciales se sont très bien passées, la voiture a très bien marché, donc c'est quand même une bonne journée. Marco Martin en route vers la victoire. La Ford Focus WRC va très vite, elle tient le coup et elle semble épargner les pneumatiques. Dans un premier temps, Martin porte son avance au général à une 40aine de secondes sur Carlos Sainz.
Dans cette spéciale, je crois qu'Harry avait les mêmes pneus que nous, mais les siens étaient complètement détruits. Alors que nous avons pu garder le même rythme pendant toute la spéciale, pas seulement sur la première partie. Pour Carlos Sainz, c'est un mauvais choix de pneus qui va faire la différence. Les pilotes Citroën vont monter des gommes étroites et le payer cher. Sainz perd alors le contact avec le leader de la course, sous les yeux de Guy Fréquelin, présent au bord des spéciales. Sur les 34 km de la spéciale 13, Sainz et Macrae font le même chrono, au 10e près. Colin et Carlos sont deux garçons qui connaissent très bien le rallye. Justement, comme ils le connaissent bien, ils ne peuvent pas ne pas y croire, parce qu'ils savent que tout peut arriver dans un rallye comme celui-ci. Et s'il y en a deux qui y croient, je crois que ce sont bien eux. Après un début difficile pour Citroën, les deux Xara encore en course sont revenus aux 2e et 4e places. De son côté, Richard Burns continue son parcours difficile, émaillé de figures libres et d'ennuis mécaniques. L'Anglais devance Rovanperä et Panizzi, 8e après cette deuxième étape. Le Français a perdu 1 minute d'un coup dans la spéciale 13, mais il est toujours classé dans les points. Ça a été une journée assez mitigée, plutôt difficile en ce début, avec des soucis de comportement avec la voiture, sans savoir pour autant ce qui me perturbait. Et ensuite, nous avons changé quelques petites choses qui m'ont permis de rouler plus vite en fin de journée. Après être monté 3 fois sur le podium cette année, Carlos Sainz semble bien parti pour récidiver. Mais l'Espagnol voit revenir dans ses rétroviseurs Peter Solberg. À la fin de la deuxième étape, une grosse vingtaine de secondes sépare les deux pilotes. Carlos, il faut vraiment qu'on essaye d'aller le chercher demain. Et pas Marco? Lui, il doit faire une erreur. Il n'a pas le choix. J'en ai bien fait une aujourd'hui, moi. Solberg et Martin sont de la même génération que Sébastien Loeb. Des trois, seul Martin n'a pas encore gagné de rallye, mais l'Estonien n'en a jamais été aussi proche. J'y crois vraiment, mais ce sera une journée longue et difficile. Nous ferons de notre mieux. Et comment comptez-vous rouler demain? Et peut-être un peu plus prudemment qu'aujourd'hui, mais je dois quand même garder un bon rythme. Après 2 étapes, le trio de tête a encore changé. Derrière le leader, c'est la bagarre à tous les étages. Sainz contre Solberg pour la 2e place avec Macrae en arbitre. McKinnon et Burns pour la 5e. Rovanperä et Panizzi pour la 8e. A signaler la 12e place du débutant finlandais Latvala, 18 ans. En compagnie de Christian Loriot, le père de cette Ford Focus WRC 2003, le père de la voiture de Marco Martin. Christian Loriot, une seule question. Êtes-vous confiant pour la dernière étape? La voiture va-t-elle tenir? Ah non, ça c'est la grosse question. Non, confiant, bon, j'espère, mais je suis très nerveux là. Je crois que c'est le rallye qui m'a rendu le plus nerveux depuis 12 ans. Parce que depuis la Nouvelle-Zélande, on voit qu'on a la vitesse. La voiture est très très performante. On l'a vu en Nouvelle-Zélande, en Argentine et ici également. Mais bon, en Nouvelle-Zélande comme en Argentine, on a eu des casses et on a dû abandonner. Donc je croise les doigts jusqu'à ce que ce soit fini et on verra. Marco Martin a 6 spéciales du bonheur. C'est la 5e fois que l'Estonien est en route vers la victoire. Ça va bien finir par payer. Pour la 50e édition du rallye de l'Acropole, le vainqueur viendra ajouter son nom au plus grand pilote de l'histoire du rallye. C'est bien entendu le rêve de Marco Martin. Mais dimanche matin, l'équipe Ford est sous pression. Du patron au pilote, de l'ingénieur au mécanicien, chacun a dans l'esprit cette victoire annoncée. Ce serait le premier succès de la saison pour les hommes de Malcolm Wilson. Alors l'équipe est-elle inquiète ou excitée? Je pense que chacun est tout simplement concentré sur son travail. Bien sûr, il y a une certaine pression sur toute l'équipe. On est passé tout près de la victoire les 2 dernières fois. Et j'ai annoncé moi-même qu'on allait gagner ici. Donc vous devinez bien que moi aussi j'ai la pression. En général, Peter Solberg n'a pas besoin du soutien de ses supporters pour être hyper motivé. N'empêche, en s'élançant dans ce chrono, le Norvégien n'imagine sans doute pas qu'il va distancer Carlos Sainz de 16 secondes. Into 2 right minus, extra long, tightens.
Solberg applique à la lettre sa stratégie dans ce rallye, partir doucement et hausser le rythme jusqu'à l'arrivée. D'un seul coup, Sainz a perdu la plus grande partie de son avance. Et dans la spéciale suivante, le Norvégien va enfoncer le clou, signant son deuxième temps scratch d'affilée. Voilà Solberg revenu à 9 dixièmes de la Citroën après les 3 premières spéciales de la dernière étape. Peter, 9 dixièmes entre vous et Carlos Sainz, vous devez vraiment y croire, non? Oui, je lui ai mis 20 secondes ce matin, donc je pense que c'est possible de lui en remettre encore 20 cet après-midi. Ça fait quoi de faire un tel écart face à un double champion du monde? Ah, c'est sympa. 3 étages en dessous dans le classement, pour le gain de la 5e place, une bagarre similaire oppose Tommy Mäkinen à Richard Burns. Mais dans ce cas, il ne s'agit pas d'un duel à armes égales. En effet, Burns est toujours handicapé par sa boîte de vitesse. Le règlement autorise une équipe à remplacer une seule fois la boîte lors d'un rallye. Mais pour Burns, ce changement a déjà été fait à la fin de la première étape. L'Anglais doit donc faire avec, passant sans cesse du premier au 3e rapport. Je fais de mon mieux, j'essaye. On a repris quelques secondes à Tommy sur la 2e spéciale. Mais comme je vous l'ai dit, si j'attaque trop fort, il y a beaucoup de risques que la boîte de vitesse soit encore plus endommagée. À force d'utiliser la 3e, évidemment, il y a un risque qu'elle cède. Donc il faut faire attention. Sur un terrain très différent des 2 premières étapes et nouveau pour l'ensemble des pilotes, Richard Burns accroît la pression sur Mäkinen. Malgré lui, le Finlandais n'arrive pas à profiter des faiblesses de la voiture de Burns et le pilote Subaru voit sa maigre avance fondre, spéciale après spéciale. Avec une exception ici dans le 19e chrono que Mäkinen remporte, c'est le premier scratch du Finlandais de Subaru depuis le départ du rallye. C'est quand même étonnant ce que fait Richard avec sa 3e vitesse. Le moteur de la Peugeot m'a l'air incroyable. Avec 3 vitesses, je suis sûr que ça ne doit vraiment pas être facile pour lui. Richard qui a couru quand même la moitié du rallye sans 2e rapport, hein. Ça il faut quand même le savoir. Donc ça éclaire encore plus sa performance que nous trouvons assez exceptionnelle. On a retrouvé Richard Burns. On l'a retrouvé comme on l'a toujours considéré, saignant, rapide, finisseur. À 3 spéciales de l'arrivée, Gilles Panizzi réalise sa meilleure performance depuis le départ, un 2e temps. Le Français est en route pour marquer des points dans ce rallye. De façon plutôt insolite, lui, le roi de l'asphalte, a marqué tous ses points cette année sur la terre, en Turquie et à l'Acropole. Mais le héros de cette 20e spéciale, le voici, c'est un Peter Solberg déchaîné qui va dépasser Carlos Sainz. Le Norvégien améliore de 10 secondes le temps réalisé sur le premier passage dans le même chrono et reprend la 2e place qu'il avait dû abandonner en début de 2e journée. Sainz fait tout ce qu'il peut, mais il est distancé de 6 secondes 5 sur 18 km par le jeune pilote de Subaru. Pour Marco Martin, la marche vers la victoire est plutôt tranquille. Comme prévu, l'Estonien adopte un rythme soutenu mais mesuré, laissant échapper quelques petites secondes de ci de là. Techniquement, sa Ford Focus tient le coup, même si Martin et son copilote Michael Park sont à l'écoute du moindre bruit suspect. Dans ce rallye aux 1000 rebondissements, le pauvre Solberg n'aura pas passé une seule étape tranquille. Les dernières mésaventures du Norvégien se déroulent dans l'avant-dernière spéciale et elles vont lui faire perdre le bénéfice de sa 2e place qu'il avait conquise brillamment à 2 reprises. Acte 1, Solberg cherche à distancer Carlos Sainz. Il attaque et en fait trop. Non. Phil Mills, le copilote, a eu très peur. La Subaru est abîmée, mais Solberg continue sa route. Acte 2, encore plus spectaculaire. Colin McRae, parti 2 minutes avant Solberg, connaît un problème technique. Boîtier électronique défaillant à cause de la chaleur. L'Écossais s'arrête, son copilote Derek Ringer plonge sur le capot. Résultat, McRae perd sa 4e place.
Mais quand la Citroën repart, Solberg n'est pas très loin derrière elle. Dans la poussière, le pilote Subaru perd beaucoup de temps avant de forcer le passage à coup de pare-choc. Bilan, 15 secondes en volée pour Solberg qui ne reverra plus Carlos Sainz. Je suis sorti de la route dans la spéciale. Et ensuite, Colin était devant nous et il ne s'est pas garé. Le moteur s'est arrêté et il n'y avait plus d'accélérateur. Colin McRae a perdu 2 minutes 30 dans l'affaire. Quand Carlos Sainz passe à sa hauteur, il s'inquiète du sort de son équipier. Citroën vient de voir s'envoler un beau résultat d'équipe. McRae finira 8e au lieu de 4e. Dans le dernier chrono, Burns dépasse Tommy Mäkinen, mais l'événement est ailleurs. Dans la Ford Focus numéro 4 et à l'assistance de l'équipe anglaise, on fête les grandes premières. Can you believe it? We finished it with no problems. Excellent. Thanks a lot. Good man, Marco. Well done. Excellent. Yeah, fantastic. Well done. It's quite good. C'est vraiment bon, je dois dire. Je suis particulièrement heureux d'obtenir ce résultat avec la nouvelle Focus. L'équipe a dû fournir des efforts énormes pour faire de cette toute nouvelle voiture une machine à gagner. Et moi, je suis heureux d'avoir réussi à récompenser tout le monde par une victoire. J'ai toujours pensé à espérer que ça ne casse pas parce que la pression est énorme. Et bon, comme ça fait 2 rallyes qu'on était vraiment bien, et puis qu'on a cassé avec des bêtises au moment où on était en bonne position. Ben, là, jusqu'à la dernière minute, il fallait que ça tienne, quoi. Et de temps en temps, on a eu des émotions. À une spéciale de la fin, il nous a téléphoné, il a dit les amortisseurs ont l'air durs, mais je crois que c'était dans sa tête. À 2 spéciales de la fin, on avait vu quelque chose sur les acquisitions de données qui nous faisait un peu peur, mais en fait, c'était rien. Donc, on a été tout le temps à l'affût du moindre problème pour essayer de contrecarrer avant que ça n'arrive. Mais bon, ça a marché. L'événement du week-end, c'est donc la toute première victoire de Marco Martin. Premier succès aussi pour la Ford Focus WRC 2003. Sainz et Solberg complètent le podium. Côté français, Panizzi finit 7e, Auriol 9e. A noter la belle course du plus jeune pilote jamais engagé dans une voiture d'usine, Latvala, 18 ans, finit 10e. Au championnat, la régularité de Richard Burns paye. L'Anglais a marqué à tous les rallyes et il prend de l'avance sur Sainz, passé devant Gronholm. Grâce à sa victoire, Martin remonte à la 4e place, Loeb est 7e. Et puis chez les constructeurs, c'est le statu quo. Peugeot a encore 11 points d'avance sur Citroën. Enfin, il faut souligner la performance de Simon Jean-Joseph, 16e au classement général. Frappé par la limite d'âge de 30 ans, Jean-Jo ne dispute pas le championnat du monde junior, ce qui ne l'empêche pas de remporter la catégorie 1600 cm3 de roues motrices. Alors pour terminer cette émission, on va aller voir un autre vainqueur de ce rallye de l'Acropole, c'est Brice Tirabassi qui vient de remporter la catégorie Super 1600, le championnat du monde junior. Brice, vous avez été en tête du départ à l'arrivée. On a l'impression que vous avez complètement contrôlé cette course, c'est vrai ? Contrôler, c'est un grand mot, non, mais c'est vrai que je suis très content pour une première en Grèce. C'est un rallye très difficile où il a fait très chaud et on a su gérer du début jusqu'à la fin la mécanique et le pilotage. Parce que Daniel Carson derrière nous poussait très fort, donc c'était un rallye vraiment très difficile. Merci Brice Tirabassi, bravo. Cette émission est terminée. Brice Tirabassi ne sera pas dans 15 jours au rallye de Chypre. Il y aura en revanche le grand championnat du monde, le WRC, avec Marco Martin et tous les autres. Bonne fin de soirée sur TF1. Au revoir.